La question est tout à fait importante et la meilleure preuve, c'est que c'est Agnès Benassi-Kéré qui va qui va cadrer le débat. Alors pour le cercle des économistes est très discret sur ses membres, hein. On indique les noms et les fonctions des participants. Mais donc Agnès n'est pas seulement membre du cercle des économistes. D'ailleurs, je crois qu'il est impossible d'être seulement membre du cercle. Il faut avoir d'autres fonctions par ailleurs. Et donc Agnès dirige le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et elle travaille depuis longtemps déjà sur les questions notamment monétaires et évidemment européennes. Agnès, la parole est à vous. Oui, ça marche. Allez, on va réessayer. Ah, ça c'est un truc pour me manger des minutes. Allez-y. Bien, alors la crise que nous traversons aujourd'hui en zone euro, notamment en Europe, mais plus particulièrement en zone euro, est une triple crise, une crise de dette souveraine, une crise de gouvernance, mais aussi une crise du modèle de croissance. Et je crois que c'est ça ce qui est spécifique en zone euro. La crise de la dette souveraine n'est pas spécifique à la zone euro, même si nous ne la voyons pas encore dans d'autres pays, elle ne tardera pas à se poser, notamment aux États-Unis. Donc ce n'est pas véritablement ça qui est spécifique. Ce qui est spécifique, c'est que ça vient avec une crise de gouvernance et une crise du modèle de croissance. Donc il faut résoudre les trois à la fois, et c'est très compliqué puisqu'il y a des interactions entre ces trois questions. Alors très rapidement, l'ajustement des finances publiques. Je ne sais pas si en Europe, en France, on n'a pas tort de pointer un peu trop la volonté de discipline, notamment en Allemagne. Peut-être qu'on surestime un petit peu les externalités budgétaires entre les pays européens. Quand on regarde les études empiriques, ce n'est pas complètement évident que si l'Allemagne restreint ses finances publiques d'un quart de point supplémentaire, sera un effet massif sur l'économie française. Donc peut-être qu'on met un peu trop l'accent sur cet aspect-là et moins sur finalement le contenu des ajustements budgétaires. On a l'impression aujourd'hui que la politique budgétaire, c'est le sol budgétaire et on ne discute pas du tout du contenu, les recettes, les dépenses, qu'est-ce qu'on coupe dans les dépenses. Or, c'est ça qui a un impact sur la croissance et donc sur le troisième volet de la crise. Deuxièmement, sur la gouvernance, bon, il y a des choses essentielles, hein. Il va falloir prendre en compte les échecs du passé. On a un échec flagrant de la coordination. Et sur le passé, la coordination a été fondée sur le Conseil, au centre donc, du dispositif, et sur des sanctions. Et un peu la crainte que j'ai, c'est qu'on retourne vers un système où on donne plus de rôle au Conseil et plus de rôle aux sanctions, alors que le Conseil avait, sur la décennie précédente, des outils pour mieux coordonner les politiques économiques en Europe, ne s'en est pas servi. Donc il faut tirer, à mon avis, les conséquences de ça. Et les sanctions également, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas très bien. Alors il y a quelque chose qui fonctionne en Europe, c'est les incitations, et peut-être réfléchir davantage à des incitations, moins à des sanctions. Deuxièmement, bien prendre en compte que le statu quo n'est pas la vie au paradis. Dans le statu quo, on a déjà des transferts entre les États. Et quand on réfléchit à une modification de la gouvernance en zone euro, il faut prendre en compte le fait qu'on a déjà décidé une solidarité. Elle est maintenant de facto présente. Et donc ça modifie un peu ce qu'on peut dire sur les solutions alternatives. Et enfin, il faut faire un choix entre l'intégration. Ce choix n'a pas été fait. Est-ce qu'on veut plus d'intégration, plus de centralisation, comme le semble indiquer la Commission, qui propose donc un semestre européen, plus de coordination en amont des politiques économiques, ou alors on veut se reposer davantage sur des règles au niveau national. L'Allemagne a commencé, la France est en train de suivre. Et ce choix n'a pas été fait, il devrait être fait. Enfin, sur la croissance, et je pense que ça va être au cœur finalement du débat, puisque c'est ce qui réunit un peu tous les sujets, on observe en Europe une sorte de dichotomie entre le court terme et le long terme. Donc on réfléchit énormément aux réformes structurelles nécessaires, à l'agenda de Lisbonne, à UE 2020. Mais on peut avoir une stratégie de croissance extrêmement élaborée et convaincante. Dans le moyen terme, s'il n'y a pas de demande, eh bien, la croissance ne va pas s'enclencher. Et ça, il n'y a pas vraiment de lien en Europe entre ce qu'on décide sur le long terme et ce qu'on décide sur le court terme. Or, si on songe aux réformes structurelles, les réformes structurelles n'ont pas toutes le même impact sur la demande agrégée à court terme. Donc on peut réfléchir à un ordre dans les réformes structurelles qui serait favorable à la demande
Et par ailleurs, dans la définition des politiques économiques, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on ne réfléchit pas tellement au long terme, on dit on va ajuster les finances publiques, que ce soit de la consommation publique ou de l'investissement public, finalement, ce n'est pas le sujet. Donc là, il y a peut-être un problème. Aux États-Unis, il n'y a absolument pas cette dichotomie entre le court terme et le long terme. Je crois qu'au cours de cette table ronde, on va discuter deux autres sujets que je mentionne simplement. L'équilibre, d'une part, entre donc, les politiques de concurrence en Europe et d'éventuelles politiques industrielles. On sait que la concurrence nous a apporté beaucoup en Europe, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Et enfin, le financement de l'économie. Là, le financement repose beaucoup sur les banques aujourd'hui. Parallèlement, donc, on discute les normes de recapitalisation de Bâle III. Quel arbitrage voulons-nous en Europe entre stabilité financière et coût du capital, puisque même si on n'est pas forcé de croire complètement à ce que disent les banques sur l'impact des normes de capital sur le coût du capital, mathématiquement, il y aura un effet. Merci. Nous allons continuer en allant un petit peu plus à l'est avec Marek Dabrowski. Marek préside le Centre pour la recherche économique et sociale à Varsovie. Il a travaillé aussi longtemps auparavant en Ukraine. Et donc, comment est-ce que vous voyez la situation pour les nouveaux membres? Est-ce que les nouveaux membres, au fond, vont rester différents des anciens membres en termes de stratégie de croissance? So you'll speak in English too. Okay, let me answer your question. I don't think that new member states have any particular growth strategy. If you look for the previous years, last couple of previous years, actually various new member states pursued completely different strategies, and also now I think it's a big differentiation. Then also the future very much depends on what will happen in the entire EU. Answer is very simple. Why? Because they are very much dependent in terms of export to the other EU member states, and also they are very much dependent on financial market situation in Europe. So let me turn to more global European picture and concentrate on a question of fiscal policy rules in Europe. Before the last crisis, we had, on the one hand, the famous anti-bailout clause in the treaty. On the other hand, we have completely contradictory expectation of financial market, which did expect that EMU membership, but also EU membership, will provide full insurance against sovereign default. Both, I would say, assumption of both were dramatically verified during the crisis. And we had not only, now we discuss about Greece, but I would like to remind that before Greece we had Hungary, we had Latvia, we had Romania, where also you had to be involved in the debt resolution problems. So basically the practical answer is yes, you must have some sovereign debt resolution facility. Each time, each case which I mentioned were created ad hoc under pressure of time and circumstances. I think now is time to rethink principles how it should work. Definitely it should be symmetry between provided help and responsibility. Otherwise we'll have free riding problem and moral hazard. Even if we refer to existing federations like United States, it's not, there is no automatic binding out of states by federal budget or countries by state budgets. So I think that if we want to have healthy rules in
within Europe, we also must be full symmetry between fiscal surveillance rules and fiscal discipline rules and potential fiscal crisis resolution facilities. And now a few words about fiscal rules. Under the treaty, and there is few articles which formulated fiscal criteria. Then was Stability and Growth Pact, which was to provide this kind of prevention against fiscal imprudence. Actually, it was never tough enough, and 2005 unfortunately was diluted under the pressure of short-term interest of the biggest states. And now it's time, it's under pressure of the last events to rethink. And this process is ongoing now. And let me comment shortly. There is different components of this Stability and Growth Pacts, and various ideas now floated and discussed. I think that most of them is correct, but my biggest question is whether they are sufficient to solve the problems. I agree with the bigger competence of Eurostat to monitor fiscal statistics of EU member states. This may be helpful, but only to a certain extent. The peer review mechanism, like European semester, it may be helpful on margin, but it can work only to the extent where there is no evident conflict of interest of individual member states and the entire union. Focus on debt instead of deficit, more focus on debt, right, but also probably this is useful in analytical terms, but it doesn't necessarily increase the discipline. And then is the problem of sanction and incentives. And I agree that everybody likes more incentives than sanction, but real life is, as I think that only sanctions really work. There are various ideas which are discussed again, mostly about various kind of financial sanctions. My problem with these sanctions is two kinds. First, I think that in the time of real distress, like Greece recently, or cases which I mentioned before, Hungary, for example, if you start to force countries to pay financial sanctions such time, it's I think counterproductive. It will deteriorate situation. So I think. Yeah, and I think that there is limits of sanction. We must think about some other sanctions, like, for example, suspending voting power in ECOFIN or something like this. But this would require treaty revision. And another thing is maybe even more important. The sanctions should be automatic, cannot be decided by qualified majority, as was done before. So this means increasing power of Commission vis-à-vis Council. Again, is a question whether this requires treaty revision. I suspect that it requires. Thank you very much. Beaucoup de propositions en termes de gouvernance, et vous voyez bien que donc ce n'est qu'un immense chantier. On va maintenant faire un focus sur deux points particuliers. On a beaucoup parlé déjà de la concurrence. Eh bien, nous allons élargir le champ non géographiquement mais sectoriellement avec une juriste, Lorraine Deneudieu-Devabre. Vous êtes associée chez Jantin, un cabinet où vous travaillez depuis un temps tellement long que je ne le mentionnerai même pas parce que vous ne le croiriez pas. La concurrence, est-ce qu'on peut continuer avec une
politique de la concurrence européenne comme ça, comment est-ce qu'on peut, ou faut-il ou non, la mitiger en prenant en compte d'autres critères plus proches de l'industrie? Bonjour à toutes et à tous, et au risque de consommer quelques précieuses secondes, je tenais à exprimer ma reconnaissance au Cercle des économistes et à Jean-Hervé Lorenzi tout particulièrement, de continuer à inclure des juristes dans leurs réflexions et dans leurs sessions. Le droit aurait-il une place dans la nouvelle croissance? Les professionnels du droit, dont bon nombre sont d'ailleurs des femmes, pourraient-ils jouer un rôle accru dans la nouvelle croissance? À ce propos, pour reprendre les propos de notre cher ministre de l'économie, il paraît que nous donnons, nous les femmes, le meilleur de nous-mêmes quand on nous plonge comme les sachets de thé dans de l'eau bouillante. Alors allons-y dans l'eau bouillante de la stagnation de l'Europe. L'Europe est-elle condamnée? Faut-il plus de services? Quelle perspective? Etc. Enfin bref, moi je suis évidemment tentée de répondre comme le juge Breyer hier, je n'en sais rien et surtout je ne prédis rien. Cela étant, je m'interroge et je suis évidemment perplexe. D'un côté, certains, beaucoup plus avisés que moi, ont insisté sur le maintien en Europe d'une économie de production. De l'autre, évidemment, ça serait séduisant d'imaginer un monde d'allocation optimale des capacités de production avec d'un côté des pays émergents qui produisent des produits manufacturés avec des coûts très favorables et de l'autre des pays, les nôtres, qui privilégieraient la valeur ajoutée et le tertiaire. Mais les services aussi se délocalisent, comme l'industrie dans les pays dits ateliers, qui en plus deviennent concurrents. Et je ne pense pas uniquement aux centres d'appel ou les services IT ou de facturation. Je pense, on l'a dit, aux centres de recherche-développement, dans des pays qui forment grâce à ça des milliers d'ingénieurs et qui nous concurrencent par la suite. Je pense, dans mon secteur, aux services juridiques low cost, à distance. Pour le moment, c'est la gestion de documents, les data rooms, etc. Mais demain. Au-delà, on le comprend, il s'agit d'une nouvelle politique industrielle européenne et évidemment de son articulation avec la politique de la concurrence. Concurrence, un autre mot qui commence par C et qui se termine par E. Alors, nouvelle politique industrielle, c'est le terme utilisé par le Conseil de l'Union européenne dans son communiqué du 2 mars 2010. Mais dans le même temps, c'est le même Conseil de l'Union européenne qui nous rappelle que l'assouplissement des règles relatives aux aides n'est que temporaire et pour pallier à la crise, et la Commission qui, depuis le 1er janvier 2010, il faut le dire, a quand même infligé 1,5 milliard de sanctions aux entreprises. Alors, dans ces conditions, deux questions très simples. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre politique industrielle et politique de la concurrence? Et évidemment, ne faut-il pas aller plus loin? Alors, première question, la réponse ne va pas de soi, c'est très compliqué, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que la politique de concurrence est, pour vous les économistes, un instrument de politique industrielle. Et je cite votre collègue Massimo Motta qui dit « Competition policy is the best possible industrial policy ». Et d'ailleurs, c'est le credo de l'Europe, et pire encore tout récemment. Donc... Et encore tout récemment, puisque je lis... Nous allons maintenant écouter Michael Dauderstedt, qui donc dirige la division politique, économique et sociale à la Friedrich Ebert Stiftung, qui est un important think tank en Allemagne. On a aussi beaucoup parlé de l'Allemagne déjà dans ces débats. Donc, comment est-ce que vous voyez les avancées? Si on ne fait pas de fédéralisme, comment est-ce qu'on réorganise les pouvoirs? À vous la parole. You'll speak in English, so... Sorry about that. Thanks for inviting me. Well, basically, I think that the Lisbon strategy has put much focus on the supply side and much too less on the demand side. In the demand side, Europe has focused on fiscal discipline and on a monetary policy geared towards price stability and not towards growth like the American Fed. And overall it has been over much concerned with competitiveness. Of course, one country has followed more or less that strategy, that was Germany. Did it do us any good? I don't think so. If you look at growth, since 1980, the introduction of the euro, at least in nominal, in bookkeeping terms, nominal growth
this means real growth plus inflation in Germany, has been 24%, in Spain and Greece 84, 89, and in Romania 317. 17. So, of course, the growth in the periphery was fueled by the decline of the real interest rates there when they joined the euro. But in Germany, we had slow growth. On the contrary, we reduced our wage costs. The share of wages in GDP declined substantially, and this meant that the unit labor costs increased in Germany over the 10 years between 1998 and 2008 about 7%, while in the Eurozone in general, in most countries, it increased by much more than 20%. Result, a current account surplus of about 600 billion, accumulated 600 billion euros within the Eurozone and 830 in the EU27 of Germany, not against the emerging economies. There we have a deficit vis-à-vis China, for instance. Our imports and export with the rest of the world outside Europe increased much more rapidly than within Europe, but our surpluses increased within Europe. These surpluses have created assets on the side of Germany and debt on the side of the other countries. These assets have been partly lost. We have sold Porsche and received Lehman certificates, and but this way to eliminate the debt is just one part, and it has not eliminated all debt, and has not eliminated all the assets, fortunately, to some extent. So what do we do? I think, how do we reduce debt and correct these imbalances? Keynes has written a very famous papers in 1990 as the consequences of the peace, and he has made very clearly that in this case Germany had to pay the debt of the war, the reparations, that you can only have such a vast amount of payments if you have an export surplus, and the creditors have to accept import surpluses. They have to accept they must buy more from the debtors as creditors in order to allow the debtors to repay the debt, or at least partly repaid, and to have surpluses. What does it mean in Europe? It means that Germany should run a growth process more or less like Spain did until the crisis. Spain had a huge current account deficit, so it would be nice if Germany had it for all the rest of Europe, because it would allow the rest of Europe to repay its debt and to redress their imbalances. And Spain had budget surpluses too. It's a very good thing for Germany. Germany has to reduce its public debt too, and it would be nice to have such a growth process in macroeconomic terms. Of course, we don't want a debt-fueled property boom bubble in Germany, but I think there are other ways to have growth in Germany. I think we have to increase investment in education. We have to enlarge our health sector. It has not to be financed by debt. It has to be financed by taxes, of course. Some German economists like Hans-Werner Sinn think that markets will redress already these balances. They will lead to such a growth process anyway without the strong German policies. They think that because all the capital which has flown from Germany to the periphery will now come back to Germany, because the periphery is now a high-risk area, so to speak. I'm not that sure, but in the end, I think that is something which should occur, but which probably will not occur, because Germany will not accept this kind of responsibility and allow its wages to increase more rapidly and so on, which is needed to have a stronger internal demand. What about Europe? Well, I think what Rato said yesterday, that growth is good for debt, is good for in Europe too, but the important thing is what you need is nominal growth. Of course, it's very nice if you have a high level of real growth and small inflation, but let's say to redress the actual current really pressing debt problem, it might be good to have a limited period of somewhat higher inflation in Europe, let's say 4% or so. So it would give us a nominal growth and would reduce debt ratios relative to growth more rapidly.
And Olivier Blanchard, the economist of the IMF, has also argued in favor of that higher inflation, and I think that is one of the things. Of course, Germany again, with this, that and inflation panic, will not really be working on that, but that is, I think, the task ahead. Thank you. On va maintenant faire un focus sur deux points particuliers. On a beaucoup parlé déjà de la concurrence. Eh bien, nous allons élargir le champ non géographiquement mais sectoriellement avec une juriste, Lorraine Denedieu-Devabre. Vous êtes associée chez Jantin, un cabinet où vous travaillez depuis un temps tellement long que je ne le mentionnerai même pas parce que vous ne le croiriez pas. La concurrence, est-ce que on peut continuer avec une politique de la concurrence européenne comme ça? Comment est-ce qu'on peut, ou faut-il ou non, la mitiger en prenant en compte d'autres critères plus proches de l'industrie? Bonjour à toutes et à tous, et au risque de consommer quelques précieuses secondes, je tenais à exprimer ma reconnaissance au Cercle des économistes et à Jean-Hervé Lorenzi tout particulièrement, de continuer à inclure des juristes dans leurs réflexions et dans leurs sessions. Le droit aurait-il une place dans la nouvelle croissance? Les professionnels du droit, dont bon nombre sont d'ailleurs des femmes, pourraient-ils jouer un rôle accru dans la nouvelle croissance? À ce propos, pour reprendre les propos de notre cher ministre de l'économie, il paraît que nous donnons, nous les femmes, le meilleur de nous-mêmes quand on nous plonge comme les sachets de thé dans de l'eau bouillante. Alors allons-y dans l'eau bouillante de la stagnation de l'Europe. L'Europe est-elle condamnée? Faut-il plus de services? Quelle perspective? Etc. Enfin bref, moi je suis évidemment tentée de répondre comme le juge Breyer hier, je n'en sais rien et surtout je ne prédis rien. Cela étant, je m'interroge et je suis évidemment perplexe. D'un côté, certains, beaucoup plus avisés que moi, ont insisté sur le maintien en Europe d'une économie de production. De l'autre, évidemment, ça serait séduisant d'imaginer un monde d'allocation optimale des capacités de production avec d'un côté des pays émergents qui produisent des produits manufacturés avec des coûts très favorables et de l'autre des pays, les nôtres, qui privilégieraient la valeur ajoutée et le tertiaire. Mais les services aussi se délocalisent, comme l'industrie dans les pays dits ateliers, qui en plus deviennent concurrents. Et je ne pense pas uniquement aux centres d'appel ou les services IT ou de facturation. Je pense, on l'a dit, aux centres de recherche-développement, dans des pays qui forment grâce à ça des milliers d'ingénieurs et qui nous concurrencent par la suite. Je pense, dans mon secteur, aux services juridiques low cost, à distance. Pour le moment, c'est la gestion de documents, les data rooms, etc. Mais demain. Au-delà, on le comprend, il s'agit d'une nouvelle politique industrielle européenne et évidemment de son articulation avec la politique de la concurrence. Concurrence, un autre mot qui commence par C et qui se termine par E. Alors, nouvelle politique industrielle, c'est le terme utilisé par le Conseil de l'Union européenne dans son communiqué du 2 mars 2010. Mais dans le même temps, c'est le même Conseil de l'Union européenne qui nous rappelle que l'assouplissement des règles relatives aux aides n'est que temporaire et pour pallier à la crise, et la Commission qui, depuis le 1er janvier 2010, il faut le dire, a quand même infligé 1,5 milliard de sanctions aux entreprises. Alors, dans ces conditions, deux questions très simples. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre politique industrielle et politique de la concurrence? Et évidemment, ne faut-il pas aller plus loin? Alors, première question, la réponse ne va pas de soi, c'est très compliqué, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que la politique de concurrence est, pour vous les économistes, un instrument de politique industrielle. Et je cite votre collègue Massimo Motta qui dit « Competition policy is the best possible industrial policy ». Et d'ailleurs, c'est le credo de l'Europe, et pire encore tout récemment. Donc... Et encore tout récemment, puisque je lis, c'est imprimé dans des livres européens, donc je lis une concurrence forte constitue le meilleur garant de l'augmentation de la productivité, de la capacité d'innovation des entreprises. C'est l'une des pierres angulaires de la stratégie
de Lisbonne. Et on ne peut pas nier, effectivement, que les décisions de Bruxelles entraînent des conséquences lourdes sur l'architecture des marchés, sur la localisation, l'emploi, etc. Et aussi en matière de dérégulation. Donc on ne peut pas nier qu'effectivement, une politique de concurrence est un instrument de politique industrielle. Mais c'est aussi l'antithèse de la politique industrielle. Et les arguments ne manquent pas. Moi, je me souviens de ce directeur de la concurrence qui me disait à l'occasion d'un dossier de concentration qu'il avait été l'homme de la politique industrielle, mais que maintenant, ce n'était plus du tout le cas, c'était l'homme de la concurrence. Voilà. Et là, eh bien, la politique de la concurrence, elle est vue comme empêcher la création de leaders européens capables de résister à la Chine-Amérique, et les contrôles d'État, empêcher les restructurations. Bon. Luc Besson, hier, moi, ça m'a beaucoup intéressé, il ne dit pas du tout des choses différentes. Il dit la concurrence fait du mal à la société, ça détruit l'affect, je cite, ça met de la pression, ça dégrade la qualité de vie, d'où le succès du cinéma qui fait rêver. Donc, ce qui est en toile de fond, en fait, plus sérieusement, c'est, je pense, le contraste qu'il y a avec la pratique américaine, parce qu'on affirme d'un côté la prééminence des règles de concurrence, et de l'autre, on sait être pragmatique lorsqu'il y a des enjeux industriels majeurs. Alors donc la politique de concurrence versus politique industrielle, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une convergence? Regardons les chiffres. Il y a beaucoup d'aides qui sont autorisées et puis il y a très peu de concentrations qui sont interdites. Donc il me semble qu'en creux de la politique de la concurrence, on peut y voir une politique industrielle. Deuxième point, très vite, ne faut-il pas aller plus loin? S'éloigner de Lisbonne. Bon, ça m'a amusé de voir que sur le site de l'Office du tourisme portugais, Lisbonne, c'est la ville des contrastes. Donc arrêtons avec les contrastes, allons plus loin. Plus loin, c'est quoi? C'est trois choses pour moi. Plus de politique dans la politique de la concurrence, une cabine de pilotage en Europe et en tout cas, plus de droits. Alors, plus de politique dans la politique de concurrence. Bah, écoutez, c'est pas très compliqué. On a bien vu que quand on est concentré sur le consommateur, bah, ça pose des problèmes. Il y a des moyens souples de s'adapter. On sait très bien le faire au niveau national, avec les fameuses considérations d'intérêt général. Il y en a partout dans les droits nationaux en matière de contrôle des concentrations. En Afrique du Sud, c'est le Black Economic Empowerment. Pourquoi est-ce qu'au niveau européen, on n'est pas capable de faire la même chose? Alors évidemment, pour le faire, il faut une cabine de pilotage. Je retiens l'expression de M. Attali. Hier, Ma Chan nous a dit que les changements se font par la politique. Et moi, je me demande si une union, pour reprendre les termes du traité de Lisbonne, qui n'agit, je cite, hein, c'est important de se rappeler les termes du texte, qui n'agit que dans les limites de compétences que les États membres lui ont attribuées. L'Union agit dans les limites de compétences que les États membres lui ont attribuées. Si une telle union n'est pas condamnée à la stagnation, si une union à la carte n'est pas également condamnée à la stagnation, si une simple fonction d'impulsion et d'orientation comme celle attribuée au Conseil européen suffit, si un président du Conseil désigné dans les conditions qu'on connaît peut incarner l'Europe, même chose s'agissant de la Commission, je me demande vraiment si un pays sans gouvernement peut gérer l'Europe comme c'est le cas en ce moment, et je ne peux m'empêcher que de penser qu'avec une cabine de pilotage, eh bien, Lisbonne n'aurait pas été l'échec qu'on connaît. La fin, c'est le droit. Juste parce que personne ne le sait, l'Union a la personnalité depuis le 1er décembre 2009, et grâce à ça, elle peut adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Et qui dit Convention européenne des droits de l'homme dit, le cas échéant, bouleversement important dans le processus de décision en matière de politique de concurrence. Parce que comment est-ce qu'on pourrait admettre qu'une commission qui enquête, qui instruit, qui sanctionne, pourrait-elle continuer à légiférer? On mesure bien les conséquences économiques de choses juridiques. Vous voyez bien que le droit a sa place dans la nouvelle croissance. L'introduction va être faite par Louis Gallois. Louis Gallois donc, est PDG de ADS et c'était un industriel dans l'âme. Il a fait toutes les grandes écoles, sauf celle d'ingénieur. Il a dirigé pendant 10 ans la SNCF, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est l'industrie. Il en était directeur général, il a dirigé SNECMA, il a dirigé l'aérospatiale, et maintenant il dirige une entreprise dont le E signifie Europe. Donc il est évidemment parfaitement bien placé pour introduire ce débat avec une question simple, c'est comment est-ce qu'on peut forger une industrie forte dans cette Europe qui est quelque chose qu'on a visiblement du mal à faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais essayer de me tenir au temps imparti, même si le sujet est vaste. Je voudrais commencer par une profession de foi.
articulé en 2 éléments. Le premier, c'est que je ne crois pas à une Europe sans industrie. L'industrie et la recherche sont intimement liées. L'industrie assure la balance commerciale et l'industrie, c'est l'indépendance parce que c'est une capacité d'échanger. Ce qui, pour moi, la société post-industrielle est un mirage dangereux. Premier élément. Deuxième élément, je ne crois pas à de l'industrie sans usine. Le lien entre l'ingénierie et la fabrication est intime pour les processus critiques. Si l'industrie, si la fabrication part d'Europe, inévitablement, les centres de recherche, les centres de décision partiront d'Europe. Il ne faut se faire aucune illusion là-dessus, d'autant plus que dans les pays émergents, les capacités technologiques sont en train de croître et que la Chine, qui est actuellement l'atelier du monde, va devenir le laboratoire du monde. Effectivement, le système des chaises est extrêmement performant. La maîtrise des processus critiques, des processus de production critiques, nécessite la proximité des bureaux d'études. Et il faut bien voir qu'il y a un lien entre les deux. Après cette profession de foi, un constat. L'industrie quitte certaines parties de l'Europe. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée nationale est passée de 22% en 1998 à 16% en 2006 en France. Le même phénomène a été constaté en Espagne. En revanche, certains pays résistent beaucoup mieux. La part industrielle est passée de 28 à 30% en Allemagne. Et même l'Italie résiste mieux. Je ne parle évidemment pas des pays de l'Est qui bénéficient de la délocalisation d'une partie de l'industrie européenne, de l'Ouest. Qu'est-ce qui conduit une entreprise à s'en aller? C'est simple. Il n'y a pas dans ce domaine de bonnes ou de mauvaises raisons. Les industriels ont des logiques. Et ces logiques, elles sont implacables. Les industriels courent derrière les avantages comparatifs. Et il n'y a pas d'autre choix possible. Le premier, évidemment, c'est de courir derrière les marchés. Et quand une entreprise veut développer ses activités en Chine, j'en parle sciemment, elle est obligée de s'implanter en Chine. C'est clair, à part quelques industries, la parfumerie ou autres, les autres industries doivent aller vers les marchés. Deuxièmement, l'accès aux ressources technologiques. L'Europe représente 25% de la recherche mondiale. Nous ne pouvons pas nous passer de l'accès à 75% de la recherche mondiale. Et il est clair que nous devons avoir des capacités de recherche, des bureaux d'études en Inde, en Chine, en Corée, en Russie et même aux États-Unis pour ce qui nous concerne. Troisièmement, les coûts. C'est ce qu'il y a de mieux, le plus connu, évidemment. Sur les processus de fabrication à fort contenu en main-d'œuvre, il est clair qu'il y a des délocalisations qui sont inévitables si on veut rester compétitif. Il ne faut pas trop s'étonner que les émergents aient des avantages comparatifs. C'est un processus totalement normal. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec le Japon dans les années 60. Et enfin, évidemment, je ne pouvais pas ne manquer de le dire, il y a les éléments monétaires qui jouent un rôle essentiel. Quand je vois les batailles sur les subventions à l'OMC, et je suis pas mal placé pour en parler, qui portent sur des sommes qui sont certainement pas négligeables, mais qu'est-ce à côté des variations monétaires et des écarts de compétitivité que ces variations monétaires créent? Je ne m'étends pas parce que je pense que vous êtes bien au courant de cela et que c'était un simple rappel. Alors qu'est-ce qui peut faire que l'industrie reste en Europe? Parce que c'est notre question. Je l'ai dit, je souhaite une industrie en Europe et je souhaite que cette industrie s'appuie sur des capacités de production. Même si ces capacités de production, nous le savons, ne seront pas la totalité des processus de production. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que nous souhaitons conserver en Europe, c'est les processus critiques de production. C'est-à-dire ceux qui font appel à l'innovation, ceux qui concernent la sécurité, ceux qui sont clés dans la compétitivité, ceux qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, en particulier, et qui est un enjeu décisif pour notre industrie actuellement.
cette question de propriété intellectuelle, avec l'attitude que l'on connaît chez certains émergents, et pour ne pas la citer, en Chine. L'Europe a des atouts d'abord. Nous ne partons pas de zéro. Il y a un tissu industriel extrêmement dense et on voit qu'il est capable de résister dans certains pays, et pas n'importe lequel. Le principal pays industriel d'Europe, l'Allemagne. Un tissu industriel, c'est une capacité pour les industries à s'appuyer les unes sur les autres. Le niveau d'éducation et l'effort de recherche restent significatifs. Le niveau d'éducation de l'ensemble des Européens se situe très au-dessus encore de celui des pays émergents, et il est clair que c'est un atout majeur. Il y a évidemment la qualité des infrastructures et des services publics, et il y a enfin la qualité des entrepreneurs. Il y a en Europe une tradition entrepreneuriale. Elle n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis, et c'est un des atouts des États-Unis, mais elle existe en Europe. J'ajoute que pour moi, il n'y a pas de secteur condamné, tant que l'innovation et le service sont décisifs. Dans le textile, il y a des segments techniques qui ont leur place en Europe. Il n'y a aucun secteur. Dans le bois, il y a des segments qui ont leur place en Europe. Aucun secteur n'est condamné dès lors qu'il fait appel à de l'innovation et du service. Et notre problème maintenant, c'est comment renforcer ces atouts et inverser la tendance par rapport à... l'industrie européenne est dans une sorte de ciseau. Les États-Unis tiennent les segments de très haute technologie. Et la désindustrialisation des États-Unis n'a pas touché la maîtrise des segments de très haute technologie. Pour une raison qui me paraît claire, ils sont capables d'attirer chez eux l'élite mondiale. Je raccourcis. Les pays émergents sont en train de monter en gamme. Et je le disais, ils vont nous mettre sous la pression des hautes technologies également. Il va falloir que nous nous défendions. Pour inverser la tendance que je constate, il y a urgence, il faut en faire une véritable priorité européenne, parce que je pense que c'est un des plus grands enjeux que l'Europe a en face d'elle. Ça veut dire que toutes les politiques publiques doivent être jugées en fonction de leur impact sur la compétitivité et l'attractivité industrielle. Je vous donne quelques exemples en allant très vite. La politique monétaire à nouveau. Va-t-on laisser l'euro être la variable d'ajustement du système monétaire international? Va-t-on laisser un système monétaire international hyper volatile continuer à fonctionner dans des conditions qui avantagent certaines zones par rapport à d'autres de manière absolument arbitraire et inéquitable? Je pense que lorsque le président de la République dit il faut aller vers un système monétaire international rénové, on ne peut que l'encourager. Je lui souhaite bien du plaisir, personne n'en veut. Il y a la politique de la concurrence. La politique de la concurrence telle qu'elle est menée à Bruxelles est un obstacle à la constitution d'une industrie forte dès lors qu'elle est entièrement menée sur une base juridique, sans prendre en compte les aspects de compétitivité internationale, sans prendre en compte la dimension du marché mondial. Elle est tournée vers le consommateur et elle est exclusivement fondée sur des bases juridiques. La politique de l'environnement, qui n'est pas... J'ai fini. La politique de l'environnement, qui est une politique qui évidemment doit être menée, mais qui doit être menée d'une manière qui ne met pas en cause la compétitivité des entreprises européennes. Or, actuellement, ce n'est pas évident. Mais à côté de cela, il faut une vraie politique industrielle européenne. La stratégie de Lisbonne n'a pas été mise en œuvre dans le domaine de l'innovation et de la recherche, dans le domaine de l'orientation de l'épargne vers l'industrie, et je reprends ce qui a été dit sur les financements bancaires. Comment orienter l'épargne vers l'industrie? Il y a je prône un grand emprunt européen. Et il y a enfin une idée d'un remarquable économiste présent dans cette salle, qui est Jean-Hervé Lorenzi, qui a eu une idée que je trouve qui est parfaitement justifiée, n'est-ce pas? C'est que le système de prise en charge du risque systémique, une prise en charge du risque systémique devrait permettre d'orienter l'épargne vers les placements à long terme, et c'est tout à fait décisif. L'épargne ne s'oriente pas vers les placements à long terme. Merci. Nous allons passer tout de suite aux questions de gouvernance qui ont déjà été évoquées hier, qui ont déjà été évoquées ce matin par Jacques Attali et qu'a évoqué aussi Agnès. Et donc on va commencer avec Philippe Herzog. Philippe est président de l'association Confrontation
Europe. Philippe est économiste, mais il a aussi été député européen pendant 15 ans et il s'efforce d'animer au sein de son association Confrontation des débats d'une qualité absolument remarquable. Philippe, à vous la parole. À propos, donc, on va peut-être partir sur la stratégie de Lisbonne. Est-ce que vous pensez que ça peut réussir? Comment est-ce qu'on peut avancer enfin vers cette Europe de l'innovation qui vient d'être évoquée à l'instant même? Bon, d'abord, je dirais que la machine est en marche. L'Europe essaie de faire face à la crise au niveau des institutions communautaires avec quelques bonnes volontés. Mais voyons la tâche titanesque qui consiste à rapprocher des nations dont les stratégies sont très souvent divergentes. Cas d'école, France-Allemagne. Donc, gouverner, c'est agréger des intérêts différents sur des finalités communes. Voilà les deux points qu'il faut traiter. Je commencerai par les finalités. C'est ça qui doit fédérer, normalement. Il faut une vision commune et pour enchaîner sur les problèmes de gouvernance proprement dit. Alors, sur les finalités, il y a un débat. On a évoqué avant moi l'espace européen qui a donné priorité aux consommateurs, pour faire court. Et ça, c'est dramatique. Nous sommes en sous-investissement depuis des années. Les capacités de recherche, les objectifs de Lisbonne, on est en dessous de ce qui était prévu. L'innovation, n'en parlons pas. Les centaines de milliards nécessaires pour bâtir des infrastructures modernes, on ne les a pas réunis. Et les compétences humaines dans de très nombreux domaines, ingénieurs et techniciens, ne sont pas là. Donc c'est un problème d'offre, d'abord. Donc il faut se mettre d'accord, offre, demande. Bien sûr, la demande, c'est très important. Mais si on n'a pas les capacités de produire et d'élever notre productivité et de réussir l'innovation, on peut toujours faire de la demande. On aura des dettes. Donc sous-investissement massif. De même affronter le problème de la compétitivité qui est souvent nié. Alors, bien sûr, l'Allemagne réussit. L'Allemagne est très compétitive. Mais c'est la seule nation d'Europe qui arrive à augmenter l'exportation hors de l'Europe. Il faut que ce soit clair. Les autres sont, alors, très souvent en déficit, ou bien font des excédents sur les pays de voisinage, mais les déficits sont massifs vis-à-vis des puissances émergentes. Nous avons un problème de compétitivité, il faut cesser de le nier. Donc, nous avons ce problème d'offre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger la demande, mais au lieu d'avoir une demande qui va consister en une consommation dopée par l'endettement, nous allons devoir avoir une demande tirée par l'investissement. Un commissaire allemand, nouveau venu, mais qui défend plutôt les intérêts de l'Allemagne, mais enfin, a dit « le législateur européen a oublié l'investissement ». C'est clair, c'est net. Alors, le problème est que nous devons, et je ne m'étendrai pas là-dessus, restructurer nos finances publiques nationales, et donc c'est le frein, et il y a un problème d'accélérateur. Jacques Attali, avant moi, dit les choses clairement. Il faut un niveau européen d'impulsion et de solidarité. Un mot sur le débat franco-allemand de ce point de vue-là. L'Allemagne a raison de nous mettre sous le nez le problème de l'offre et de la compétitivité. On ne peut pas continuer des modèles de croissance à la grecque qui consistent en emploi public, économie grise ou construction tourisme dopée pour la construction par la dette. Donc ce n'est pas possible. Il faut changer les modèles de croissance nationaux. L'Allemagne a de l'avance. Et on ne va pas lui dire de renoncer à l'impératif de compétitivité. Par contre, le problème allemand, c'est qu'il n'accepte pas pour l'instant un niveau communautaire d'impulsion et de solidarité, alors qu'effectivement, on peut jouer de l'endettement et d'autres facteurs. Alors j'en dis un petit mot là-dessus, parce que c'est là-dessus que vous interrogez, sur Lisbonne. Mais pour que le niveau européen soit approprié, ça n'est pas qu'une question d'emprunt, ça c'est une vue macro. Moi je vais parler du micro. Le marché n'est pas construit. Les marchés restent tous fragmentés. La politique de concurrence, c'est juste, fait la police des aides nationales, mais il n'y a pas de mutualisation des aides pour pouvoir faire de l'offre. Donc question, alors, pour faire de l'offre, construire un marché, on pourra avec des évolutions du modèle de concurrence. 2, mobiliser l'épargne sur l'investissement, ça a été déjà dit. Il n'y a pas d'incitation communautaire, ils veulent mettre des sanctions pour les restructurations des finances publiques. Il faut créer des incitations en mutualisant des aides publiques plutôt que sanctionner
pour aider les régions en retard à monter, il faut un budget derrière les eurobonds. Je renvoie au débat. Alors 2 mots sur la gouvernance. Sarkozy, Merkel, il faut qu'ils s'entendent, mais tout le monde regarde le sommet en France, c'est terrible, il y a des fondations. Ils peuvent toujours, heureusement qu'ils se parlent et qu'ils cherchent à converger quand ils peuvent. Mais il est impossible de faire l'impasse sur le fait qu'il va falloir travailler à la convergence des modèles nationaux alors qu'ils sont antagoniques. La concurrence fait rage dans l'espace. Sur 10 produits, l'Allemagne est notre concurrent sur 8 et fait des excédents sur nous. Donc il faut essayer de faire converger les modèles nationaux, ce qui va supposer une gouvernance en interactivité, notamment parlements nationaux, Parlement européen, pour rénover le budget européen. C'est une question absolument cruciale. C'est aussi important que le dialogue Sarkozy-Merkel. Deuxième aspect, les acteurs. Les acteurs doivent prendre la parole. Solvency II est une horreur. Il faut que les acteurs économiques et sociaux prennent la parole. Il faut qu'ils bâtissent des réseaux. Il faut que l'épargne pour passer à l'économie se construise en partenariat public-privé. Et mon dernier mot sur la Commission, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, il y a des gens très bien dans la Commission. Mais c'est un collège terriblement segmenté. Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de prospective. Le rôle politique de la Commission n'est pas assumé. N'attendons pas d'un Conseil qui est quand même intergouvernemental de faire la prospective et l'impulsion dont je viens de parler. Deuxième focus plutôt de cette table ronde, ça va être sur la place de la finance avec John Kay. John est économiste, professeur à la London School of Economics, mais c'est aussi un bijoutier, puisqu'il fabrique chaque semaine un petit bijou qui est inséré dans la colonne généralement de gauche de l'avant-dernière page du Financial Times. John, la finance a-t-elle pris trop de place et comment vous voyez cette question dans une perspective européenne? You'll speak in English too. Briefly, yes, and relate that to some of the issues that have been discussed earlier in this session, in particular, the current Eurozone crisis. When the Eurozone was formed, it was anticipated that currency risk would in effect be replaced by credit risk. That is, deprived of the opportunity to print money, sovereign governments would essentially be in no different position to that of corporate borrowers. That didn't, in fact, happen. When the Eurozone was formed, credit spreads within the Eurozone for sovereign debt diminished to almost nothing. You can see that in the table which is in the papers in front of you, figure 1 on page 2, in which you can see what has happened to sovereign debt spreads 2007 to 2010. The problem, of course, is not 2010. The problem is 2007. Where Greece could borrow at 20 to 30 basis points above the levels at which Germany could borrow. And the same was true in 2006 and 2005 and 2004. 2010 reflects reality. It is 2007 that did not. Why did this happen? Well, one explanation is that people believed that the discipline imposed by markets and Europe as a result of the Stability and Growth Pact meant that Greek debt was just as good as German debt. We can put that explanation quickly to one side. The second explanation is that people believed in markets that whatever the treaty said, other European governments would bail out the weak governments of the Eurozone. That expectation was held. It is to some extent justified. I suspect in the end it will prove erroneous, but there is some truth in that explanation. But the larger part of the explanation is that traders in markets simply did not care. So long as you could earn spreads by taking Eurozone assets and investing them in weaker Eurozone countries, that spread was available. And it was almost certain that that resulting trade would be profitable within the lifetime of the trade.
That was what was believed from 1999 through to 2007 and after, and from 1999 to 2007, it was absolutely right. And that was the underlying cause of the problem which we are faced with, and it's not very surprising that if the Greek government was able to borrow in practice nearly unlimited amounts, and the same was true for near-sovereign southern European institutions, to borrow unlimited amounts at essentially German government interest rates, they chose to do so. The implication of that was that there was not a problem until the problem was so evident and so imminent that it actually affected these traders' decisions. And if you've heard that kind of story before, you certainly have heard it before, because it's the same story that you heard in the securitization markets in 2007 and in a whole variety of other contexts. The truth is that the financial markets which we have today are massively biased towards the generation of trading strategies that they have the property that they generate long series of small short-term profits, even if these activities are occasionally punctuated, as they will be in the sovereign debt case, by erratic, very large losses. And what has happened repeatedly over the last 15 years is we have seen strategies of these kinds that end in very large damage being inflicted on shareholders and more recently taxpayers, with the rewards from these strategies in the short term being paid out in very large part to the employees of the financial institutions themselves. That is the source of the problem which we are debating, and without action to deal with that problem, it will continue. Financial markets are biased towards generating trading strategies that have the properties which I've described. Now, there are some people, a fair proportion of them at this conference, who believe that these problems will be solved by better regulation, especially at the European level. There are other people who believe in the tooth fairy, there are other people who believe that pigs might fly. There is apparently no limit to the degree of human credulousness. People who believe these things simply do not understand the nature of the organizations with which these issues have to deal. One of the many things we learned in 2007-2008 was that the senior executives who were notionally in charge of large financial institutions had very little knowledge and very little control over what was actually going on within these financial institutions. And the notion that that kind of control is in future going to be operated by junior officials of public agencies is a fantasy of the most extraordinary kind. Our regulators should get on with getting better at the job of catching people like Bernie Madoff. And when they've got to be good or even competent at doing that, then they can move on to assessing the risk strategies of Goldman Sachs, but not till then. We have been through varieties of this problem now on certainly 4 occasions in the last 15 years. The Asian and emerging market debt crisis of the mid to late 1990s, the new economy boom and bust of the around 2000, the securitization and credit expansion boom of 2003 to 2007, and now the sovereign debt crisis within Europe. Each of these crises has the same characteristics I describe of short-term profits being generated for employees with large-scale socialization of the losses. And in each case, the action we've taken to deal with the collateral damage has set the fuel for the next crisis. Until we actually have the political capacity and economic ability to deal with these issues, we in the West are going to lurch from one crisis to another with ever-increasing amplitude of these crises. And until we recognize the scale of that problem and the scale of the measures that are needed to deal with it, we are in danger of generating in Europe not just a series of economic crises, but ultimately a political crisis that will sweep away many of the achievements which we've made in Europe over the last 2 decades.